Bienvenue à tous dans cette édition spéciale de la soirée électorale de Neutrality Studies Japan. Ce soir est une grande soirée pour le Japon, qui tient ses élections législatives générales afin d'élire une nouvelle chambre basse, la plus puissante des deux chambres. Pour discuter de ce qui se passe à mesure que les sondages de sortie des urnes arrivent, je suis accompagné de deux de mes analystes de l'Asie préférés, M. Einar Tangen et le Dr. Warwick Powell. Einar est chercheur principal au groupe de réflexion CIG, le Center for International Governance Innovation, et Warwick Powell est professeur associé à l'Université de technologie du Queensland. Einar, Warwick, bienvenue. Merci. Formidable d'être ici. Ravi de vous avoir tous les deux. Et juste avant de commencer la discussion, j'aimerais partager avec tout le monde ce que nous savons de la situation actuelle. Attendez, laissez-moi voir si je peux partager cela. Les discussions de la semaine dernière indiquent que les sondages réalisés par des agences de presse au Japon montrent que les élections anticipées convoquées devraient se traduire par une large victoire du parti au pouvoir. Mais ce parti au pouvoir a, jusqu'à présent, été relativement faible. Les prévisions indiquaient que le Parti conservateur, le Parti libéral-démocrate, obtiendrait certainement plus qu'une majorité, soit 233 sièges à la Chambre basse, mais même une majorité des 2/3 était considérée comme possible. Et une majorité des 2/3 correspondrait à 310 sièges. Alors, pour que tout le monde comprenne, nous parlons des partis qui se présentaient ou qui briguaient leur réélection. Et beaucoup de choses se sont passées ces derniers jours. La raison pour laquelle nous avons cette nouvelle élection, c'est que Sanae Takaichi, la personne devenue première ministre en novembre, l'a convoquée. Elle a le pouvoir de dissoudre le Parlement, et elle l'a fait. Et maintenant, le 8 février, nous faisons cette mise à jour. Les principaux partis en lice pour le pouvoir sont le Parti libéral-démocrate, le PLD. Ensuite, nous avons le Parti centriste, qui a en fait changé de nom. L'ancien nom était le Parti démocrate constitutionnel, le PDC, le parti de centre-gauche, qui a connu plusieurs transformations et qui se présente désormais sous un nouveau nom, le Parti central. Il a fusionné avec un autre parti, et c'est l'un des points dont nous devrons probablement discuter plus tard. Nous avons Nippon Ishin no Kai, un parti de droite qui est désormais en coalition avec le PLD. Nous avons le Parti démocrate pour le peuple, généralement appelé le DPP, également un parti de centre-droit, relativement nouveau, ainsi que Reiwa Shinsengumi et le Parti communiste japonais. Ce sont les plus populaires. Mais on peut voir la différence. Ce que vous regardez ici, c'est la répartition des sièges du Parlement sortant, où le parti au pouvoir, le PLD, détenait presque 200 sièges et le Parti réformiste centriste en avait 172. Maintenant, les sondages de sortie publiés il y a à peine une heure prédisent une énorme victoire écrasante, si je parviens à remettre la main dessus en fait. Je suis désolé, j'ai apparemment fermé la fenêtre. Les sondages de sortie des urnes indiquent que le PLD remportera environ 305 sièges. La prévision actuelle tourne autour de 300. Le dépouillement se poursuit au Japon, donc nous n'avons pas encore les résultats définitifs, mais on s'attend à environ 300 sièges. Le PDC, le nouveau parti centriste, tomberait à quelque chose comme 54 ou 55 sièges. Il s'agit donc d'un énorme bouleversement au Parlement, et ce sera bien sûr la base du pouvoir du gouvernement. Maintenant que cela est dit, discutons-en. Einar et Warwick, quand vous avez entendu parler de la popularité du nouveau Premier ministre et de ce que cela signifie pour les élections anticipées, quelles ont été vos réactions? Comment interprétez-vous cette victoire écrasante apparente? Peut-être Einar d'abord, puis Warwick. D'accord, merci de m'avoir invité, Pascal.
On ne peut pas vraiment dire que je sois un expert de la politique japonaise. J'ai mené des campagnes électorales aux États-Unis, j'ai examiné son message et ce qu'elle disait, et il est évident qu'elle a un attrait très populiste. Je suis sûr que nous aborderons le fond de ce qu'elle prônait, mais d'après ce qu'elle promettait, c'était très séduisant, surtout pour les jeunes. Ils s'intéressent moins aux affaires étrangères qu'aux questions économiques, et elle promet de tout changer avec son nouveau capitalisme. Donc oui, je ne suis pas surpris. Mais maintenant, la question est de savoir si la preuve sera dans les résultats. Elle va remporter une victoire écrasante. Même si elle n'a pas les 210, elle a des alliés avec qui elle peut travailler, évidemment, et elle pourra faire avancer son programme. Mais comme Warwick et moi en avons déjà discuté, ce n'est pas forcément une panacée politique. Car lorsque vous avez le marteau en main et que vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous aviez promis, il n'y a personne d'autre à blâmer. Warwick, quelles sont tes premières impressions? Oui, écoutez, les larges majorités peuvent être une bénédiction, surtout si l'on démarre du bon pied. Mais, ayant moi aussi, comme Einar, participé à des processus politiques et à des élections parlementaires, je peux dire qu'elles peuvent aussi devenir des fardeaux, car les problèmes ne disparaissent pas pour autant. La réalité ne se plie pas aux chiffres parlementaires. En fait, c'est plutôt l'inverse. Ce sont les chiffres parlementaires qui doivent finalement trouver un moyen de composer avec les réalités auxquelles les responsables politiques sont confrontés. Et je pense que l'un des défis intéressants pour le nouveau Parlement et le gouvernement, qui disposeront d'une majorité absolument écrasante, sera de voir comment ils s'attaquent réellement à la multitude de défis stratégiques du Japon, n'est-ce pas? Ceci concerne un modèle économique qui stagne en grande partie depuis 2 à 3 décennies. Cela ne veut pas dire que le Japon a régressé. Je pense qu'il est juste de dire que le niveau de vie des Japonais reste très élevé. Le défi, c'est de savoir quel avenir il a. La structure de son système économique est-elle adaptée à la seconde moitié du XXIe siècle, avec une population vieillissante et un pays confronté à d'importants défis énergétiques et alimentaires? Comment fait-il face dans un environnement où, à l'échelle régionale, il se trouve d'un côté face à une Chine très importante et en pleine expansion, et de l'autre, au nord, à une Russie redevenue une puissance pacifique? Les problèmes ne disparaissent donc pas. Mais l'avantage, c'est qu'avec une majorité écrasante, le gouvernement dispose, au moins pour un certain temps, d'un peu d'air pour, espérons-le, affirmer son autorité sur ces questions et tracer une voie que la population puisse soutenir. Mais, vous savez, ces choses ne sont jamais simples. Et bien sûr, ce qui semble être une majorité incroyablement solide peut s'évaporer tout aussi vite si l'on ne tient pas ses promesses. C'est un très bon point. Premièrement, cela peut s'effriter. Deuxièmement, une fois qu'on dispose d'une majorité aussi écrasante, on devient en quelque sorte responsable et propriétaire de tout ce qui en découlera au cours des 4 prochaines années environ, en supposant que ce Parlement ne soit pas dissous avant terme. Et pour ajouter un autre point, le PLD, qui était relativement faible ici, devient en réalité encore plus fort si l'on regarde comment se sont déroulées les dernières élections à la Chambre haute. C'est la raison pour laquelle l'ancien Premier ministre, M. Ishiba, a démissionné, parce que le parti s'en est si mal sorti. Or, en l'espace de 3 mois et demi, 4 mois, le parti a vraiment rétabli sa mainmise sur le pouvoir, et cela doit beaucoup à l'attrait de Sanae Takahashi, la chef et première ministre du Japon. Elle a fait de gros efforts pour que cette élection tourne autour de son cabinet.
Elle n'arrêtait pas de répéter, jusqu'à la nausée. Je veux savoir si le peuple soutient mon cabinet. Je veux savoir s'il soutient mon cabinet. Et bien sûr, sachant qu'elle est l'une des premières ministres les plus populaires de ces dernières décennies, c'est un message très séduisant. Apparemment, cela a vraiment permis de faire passer le message. Mais ce n'est pas la première fois que le PLD remporte une grande victoire, même dans mes souvenirs. L'élection de 2014, si l'on ne regarde que celle-là. Le PLD sous le Premier ministre Abe, qui a ensuite gouverné pendant 7 ans en tant que Premier ministre japonais très fort, était également très proche d'une majorité des 2/3. Avec leur partenaire de coalition de l'époque, le Komeito, ils disposaient bien d'une majorité des 2/3. Cependant, l'impact, par exemple, sur la constitution japonaise a été bien moindre que ce que l'on craignait. Il n'y a pas eu de modification de la constitution. En réalité, il y a eu quelques changements importants, mais dans l'ensemble, cela a démontré à l'époque que même avec une majorité des 2/3, on ne peut pas tout faire. Maintenant, s'il remporte effectivement les élections cette fois-ci, si le parti au pouvoir, le PLD, obtient presque 310 sièges avec son partenaire de coalition, ils dépasseront largement les 2/3. Mais il subsistera tout de même des contraintes bien réelles. Einar, selon toi, quelles sont les contraintes qui pèseront sur le nouveau cabinet ou sur la nouvelle configuration politique d'une manière ou d'une autre? Eh bien, elle a suscité d'énormes attentes auprès du public. Et la question est, comment va-t-elle s'y prendre pour y parvenir? Son nouveau capitalisme est un mélange confus de toutes sortes d'idées très étranges. Elle a emprunté quelque chose à Shinzo Abe, elle a repris la théorie du ruissellement de Reagan, et elle a adopté le populisme de Donald Trump. Mais cela ne veut pas dire que tout cela forme une solution cohérente. Souvenez-vous, on peut changer de gouvernement, mais on ne change pas les problèmes. Et comme Warwick l'a mentionné, les problèmes du Japon se préparent depuis 1986, littéralement il y a 30 ans, lorsque les accords du Plaza les ont essentiellement liés au dollar, les exposant ainsi à des mouvements latéraux bien plus importants qu'ils ne l'avaient prévu. Je crois que j'ai encore raison de dire que l'économie japonaise vaut aujourd'hui, en dollars réels, moins qu'en 1986. C'était une situation où les États-Unis ne toléraient aucune forme de défi. Et à cette époque, pour ceux qui ne le savent pas, il y avait des sénateurs, des membres du Congrès, des PDG qui à la télévision s'en prenaient aux produits japonais à coups de marteau et de tronçonneuses, les démolissant littéralement. Il y avait d'immenses rassemblements automobiles où l'on écrasait des camions et des voitures Toyota, et tout le monde criait, hurlait, en disant à quel point c'était formidable. Et en réalité, tout ce qu'ils disaient alors du Japon, qu'ils subventionnaient ces industries, que c'était une tentative de prendre le contrôle des États-Unis, de saper leur compétitivité, ce sont exactement les mêmes choses qu'on dit aujourd'hui de la Chine. Il y a donc un véritable schéma qui se dessine. Et c'est ce facteur qui entre en jeu lorsque nous parlons du Japon. La question est de savoir ce qu'il en est des États-Unis. Oui, ils ont en quelque sorte évité le pire des tarifs douaniers, mais une candidate forte comme elle, attachée aux principes de la droite, vous savez, le PLD a peut-être été créé par les États-Unis, mais en réalité c'est un groupe très fier, très nationaliste. Et il est clair que, s'ils en avaient la possibilité, les États-Unis n'auraient pas de base militaire là-bas, surtout à Okinawa, où c'est une plaie ouverte depuis longtemps pour un peuple très fier d'être en somme une entité occupée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en même temps, la question se pose. Qu'en est-il de la question nucléaire? De toute évidence, nous avons une Corée du Nord de facto qui possède des armes nucléaires.
Merci. Maintenant, vous m'avez interrogé sur les questions intérieures. La raison pour laquelle je parle de ces autres sujets, c'est qu'ils vont apparaître de manière très nette. Si elle, en effet, s'oppose aux États-Unis, ou si elle est perçue comme telle, vous pourriez voir une réaction de Donald Trump. Il ne reconnaît ni amis, ni voisins, ni quoi que ce soit de ce genre, comme nous l'avons déjà constaté. Et beaucoup de ses promesses et hypothèses en matière de politique intérieure reposent sur le système logistique, les prix actuels, les tarifs douaniers, en somme, sur un statu quo, une entité figée. Et je peux vous garantir que dans les 3 prochaines années, rien ne restera figé. C'est pourquoi je dis que je ne crois pas que sa combinaison de mesures fonctionnera. C'est du Shinzo Abe allégé. Elle ne dispose pas des réformes structurelles qu'il voulait mettre en œuvre, mais n'a pas pu réaliser. Je vois cela se terminer brutalement, et à un moment donné, le parti pourrait lui demander de partir parce qu'elle n'est pas en mesure de tenir toutes ses promesses de haut niveau. Rappelez-vous, il s'agissait de questions essentielles pour la vie quotidienne. Elle dispose d'un court laps de temps auprès du public japonais pour les concrétiser. En injectant beaucoup d'argent dans l'économie, dans l'idée de la stimuler, de relancer l'inflation et de redynamiser tous ses projets nucléaires et industriels grâce à d'importants investissements. Alors, d'où cela vient-il? Tout provient de la dette. Vous savez, un pays déjà endetté à hauteur de 250% de son PIB, même s'il existe des facteurs atténuants dans la manière dont il gère cela, repose tout de même sur l'hypothèse d'un arbitrage sur les obligations américaines et d'autres instruments similaires. Si elle continue dans cette voie, on pourrait observer de véritables distorsions. Et ensuite, comment en sortir? C'est un point commun entre les États-Unis, la Chine et le Japon. Aucun de ces pays n'a mis en place de plan pour faire face aux problèmes macroéconomiques qu'ils ont créés au fil de ces nombreuses années. L'une des choses qui m'ont surpris, c'est que dans tous ses discours avant l'élection, elle affirmait et essayait de convaincre le public qu'un yen faible était une bonne chose. Elle répétait, un yen faible signifie que nous pouvons exporter davantage. Ce sera une aubaine pour notre industrie d'exportation. Warwick, je laisse de côté la question de savoir pourquoi cela semble avoir fonctionné. Mais penses-tu que cela puisse être une stratégie gagnante? Eh bien, probablement pas. Je veux dire, je pense que le problème structurel, si l'on veut, dans lequel l'économie japonaise est engluée depuis près de 2 décennies ou plus, c'est qu'il s'agit essentiellement d'un système fortement endetté, mais pas au sens général du terme. Vous savez, on peut beaucoup parler de dette, bien sûr, et cela suscite des réactions fortes, mais elle prend des formes très spécifiques dans le contexte japonais. Cela signifie des prix des actifs extrêmement élevés qui créent de la richesse sur les bilans, mais ne génèrent pas réellement d'activité économique. On a donc une richesse sur le papier, fortement concentrée entre les mains de ceux qui possèdent le capital, mais une croissance limitée de l'activité économique réelle en termes de production et de circulation. Eh bien, vous savez, que le Japon augmente ou non ses exportations ne va pas vraiment changer grand-chose à cette structure particulière des choses. Et une partie de son défi, même si c'est bien l'objectif, consiste à savoir à qui elle va exporter. Ou, plus précisément, je ne devrais pas dire à qui elle va exporter, mais à qui les entreprises japonaises vont exporter. Et quoi exactement? Vont-elles accroître leurs exportations vers les États-Unis? Eh bien, je ne suis pas sûr que cela dure très longtemps, si c'est bien l'ambition, car l'objectif stratégique général du président Trump est précisément de faire en sorte que cela ne se produise pas du tout. Le but même des droits de douane est d'atténuer la compétitivité des exportations sur le marché américain. Donc,
Si la stratégie économique fondamentale du nouveau gouvernement repose sur l'idée d'améliorer la compétitivité à l'exportation dans le but d'exporter vers les États-Unis, eh bien, elle risque probablement de s'attirer quelques ennuis de notre part, de Washington. Qui d'autre vise-t-elle pour ces marchés d'exportation? Il y a bien sûr certains produits de haute technologie pour lesquels le Japon est bien connu. Mais de nos jours, ils évoluent dans un environnement mondial très concurrentiel, et les concurrents les plus importants sont, bien sûr, les fabricants chinois. Mais ce n'est pas tout. L'industrie manufacturière japonaise est en réalité profondément intégrée aux systèmes mondiaux de chaînes d'approvisionnement. Donc il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Certes, un yen affaibli améliorera la compétitivité à l'exportation, mais un yen affaibli rend également plus coûteux l'achat de composants importés essentiels, et ainsi de suite. Ainsi, ce que l'on gagne d'un côté, on peut certainement le perdre de l'autre. Et donc, encore une fois, je ne pense pas que ces solutions fondées sur des slogans aideront réellement le Japon à surmonter ces défis structurels à long terme. Et franchement, ces défis structurels se résument à la dépendance énergétique, à la dépendance alimentaire et à la péninsule coréenne nucléarisée. Ce sont là ces défis fondamentaux. Et rien de ce que j'ai vu jusqu'à présent ne suggère que le corps politique japonais, et en particulier le PLD, qui en pratique dirige le Japon depuis presque toutes les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, soit aujourd'hui en mesure de les affronter. Des temps vraiment difficiles s'annoncent. Un grand mandat, certes, mais au bout du compte, la réalité a toujours le dernier mot. Et elle va poser à la classe politique des défis auxquels, à mon avis, elle aura du mal à faire face. Si nous supposons maintenant que, comme les sondages semblent l'indiquer, et regardons encore une fois ici, vous savez, à ce stade, le dépouillement est toujours en cours. Mais on voit bien qu'il ne fait aucun doute que le parti au pouvoir va remporter une large victoire, n'est-ce pas? Si nous supposons que ce mandat sera inférieur à 310 sièges pour le PLD, mais tout de même bien au-delà d'une majorité des 2/3 avec son partenaire de coalition. La dernière fois que nous avons eu une coalition aussi forte sous Shinzo Abe, l'une des choses qu'il a réussi à faire, ce qui m'a surpris, a été de rétablir les liens avec la Corée du Sud. Malgré son positionnement à droite et son révisionnisme assez marqué concernant l'histoire de la guerre, il a effectivement tenté de renouer les relations autant que possible. Et en 2015, ils ont même conclu un accord avec, comment s'appelait-elle déjà, la présidente Park, selon lequel le Japon fournirait 10 millions de dollars américains pour un fonds destiné à traiter la question des femmes de réconfort, et ainsi de suite. Cet accord, au final, a été annulé environ 6 mois plus tard, car la présidente Park a perdu le pouvoir et a été destituée. L'accord est alors devenu une cible facile pour son successeur, M. Moon, car il était impopulaire auprès des Sud-Coréens. Mais le fait qu'il ait été possible du côté japonais tenait à ce que ce gouvernement de droite disposait d'un mandat relativement fort. Einar, puis Warwick, selon vous, quelles sont les choses en politique étrangère qui deviennent possibles avec un mandat national solide? Eh bien, c'est là la vraie question, et c'est à cela que je faisais allusion plus tôt. Je ne veux pas me répéter, mais elle évolue dans un environnement international très incertain. Comme Warwick l'a souligné, si elle pense qu'elle va exporter beaucoup de produits vers les États-Unis, eh bien, ce n'est pas garanti à long terme, sachant que Donald Trump reviendra en exigeant davantage de droits de douane, affirmant que les États-Unis sont traités de manière injuste. En ce moment, la situation est extrêmement délicate avec la Chine. Et n'oublions pas que, sous-jacent à tout cela, les exportations automobiles et une grande partie des exportations de haute technologie dépendent de ces terres rares. De plus, comme l'a rappelé Warwick, il existe de nombreux maillons dans la chaîne d'approvisionnement intégrée.
Cela pourrait être assez préjudiciable pour les consommateurs et pour toute forme de production industrielle. Maintenant, souvenez-vous que ma yen faible, c'est un enfant faible. Nous allons vendre à meilleur prix. Mais en réalité, cela ne veut pas dire que vous pouvez acheter à moindre coût. Vous allez acheter plus cher, puis expédier les produits. La vraie question est de savoir quelle valeur est réellement ajoutée au Japon, car c'est le seul facteur qui permet de tirer un avantage supplémentaire de cette idée d'un yen plus faible. Et si elle essaye d'augmenter les salaires en même temps que les importations, surtout la nourriture et l'énergie, deviennent plus chères, cela ne me semble pas logique. Je veux dire, elle a toutes ces idées. Comme je l'ai dit, je ne les trouve pas très rationnelles. Elles ne tiennent pas vraiment la route. Et, comme je l'ai mentionné, elles reposent sur de nombreuses hypothèses dont je peux affirmer avec une certitude absolue qu'elles ne se réaliseront pas au cours des 3 prochaines années. Warwick, selon vous, quelles sont les choses possibles avec un mandat fort? Warwick, what do you think are the things possible with a strong mandate? Eh bien, comme je l'ai mentionné plus tôt, je pense que les mandats forts sont une arme à double tranchant et qu'ils doivent donc être maniés avec précaution. Il existe des équilibres délicats à préserver. Il ne fait aucun doute que Takaichi appartient à une aile particulièrement nationaliste du PLD. Elle bénéficie assurément d'un soutien politique important de la part des segments les plus nationalistes du corps politique japonais. Mais le chemin délicat à suivre n'est pas seulement d'ordre intérieur, il est aussi régional, car les pays de la région sont très sensibles à tout excès de nationalisme japonais, surtout s'ils laissent entrevoir, ne serait-ce qu'un peu, une remilitarisation du Japon. De nombreuses régions d'Asie du Sud-Est et d'Asie du Nord se souviennent encore très bien des séquelles de la militarisation japonaise des années 1920 aux années 1940. Et je pense que, même si elle tire un soutien politique intérieur important de la branche nationaliste du corps politique japonais, en tant que première ministre, elle doit avancer avec une grande prudence sur le plan régional. D'autant plus que la situation économique du Japon est étroitement liée aux chaînes d'approvisionnement de toute la région. Ce n'est donc pas comme si elle disposait d'une page blanche. Je pense qu'il existe là des contraintes immédiates. Je pense que l'autre enjeu, sur le plan mondial ou régional plus large, est qu'avec un mandat fort, il existe en réalité une possibilité de conclure certains accords, si l'on peut dire, qui pourraient remodeler le contexte régional. Je peux penser à plusieurs exemples historiques, pas au Japon mais ailleurs, où des premiers ministres, à la tête de nouveaux gouvernements et disposant de fortes majorités, se sont engagés sur des voies qui n'étaient pas attendues au moment de leur élection. Néanmoins, ils ont profité du fait qu'ils disposaient d'une fenêtre d'opportunité pour faire ce qu'ils savaient devoir faire, mais qui aurait autrement été très très difficile à accomplir. Quelle est ou non la vision politique et l'audace nécessaire pour réussir quelque chose de ce genre à l'échelle régionale? Je pense que seul le temps le dira. Je ne suis pas entièrement optimiste à ce sujet, car je ne pense pas qu'elle ait montré un parcours de quelqu'un qui réfléchit de manière particulièrement large. Donc vous savez, en ce qui concerne les relations régionales et internationales, les dimensions du nouveau gouvernement Takeuchi, même si elle peut adopter un ton ferme sur le plan intérieur, le contexte régional, à mon avis, va beaucoup la contraindre. Et bien sûr, nous savons qu'avant les élections, il y a eu les remarques de l'année dernière concernant la question de Taïwan, qui ont provoqué une très forte réaction de Pékin. Cette réaction ne va pas disparaître de sitôt, et il est probable que ce soit un défi qu'elle devra gérer au cours des 3 à 6 premiers mois de son nouveau mandat.
Mais parlons-en. Je veux dire, Einar, que penses-tu que la Chine va faire de tout cela? Tu sais, ce parti et son dirigeant ont vraiment tenu à souligner que ce genre de remarque est inacceptable. C'est une ligne rouge. Taïwan est une ligne rouge. Et le Premier ministre Takahashi a franchi cette ligne. La réaction a été énorme, n'est-ce pas? Y compris Taïwan qui a conseillé aux citoyens chinois de ne pas partir en vacances au Japon, et le grand nombre de vols annulés parce que les gens ont annulé leur voyage. De plus, les médias chinois ont réagi très négativement, se souvenant bien sûr de la Seconde Guerre mondiale et de la manière dont le Japon avait formulé la notion de menace à la sécurité nationale, qui s'était ensuite transformée, bien sûr, en guerre en Chine. 15 années de dévastation. Et ainsi de suite. Quelque chose dont les Japonais, malheureusement, et surtout ce gouvernement, manquent beaucoup, non pas de sympathie, mais d'empathie. Ils ont plutôt tenu à se présenter comme tenant tête à la Chine et défendant leur position. Maintenant qu'ils l'ont fait, et que cela semble avoir séduit les électeurs, comment la Chine va-t-elle réagir? Successful with the voters, what will China make out of it? Eh bien, je veux dire, la Chine ne se préoccupe pas de la situation intérieure au Japon. Il faut se rappeler que le gouvernement chinois dispose de nombreux, des centaines et des centaines de groupes de réflexion qui élaborent des scénarios et analysent les situations. Ils sont parfaitement conscients de ce qui s'y passe. Mais je pense qu'ils arriveraient à la même conclusion que Warwick et moi, à savoir comment va-t-elle faire pour que cela fonctionne. En somme, a-t-elle trop promis et sera-t-elle incapable de tenir ses engagements? Et ensuite, la question est, qui viendra après elle? Vous savez, quand je réfléchis à différents scénarios, et j'y pensais justement pendant que Warwick parlait, que pourrait-elle faire qui constituerait une véritable rupture? Eh bien, pour une raison ou une autre, au cours des prochains mois, Donald Trump décide de se concentrer sur Trump. Le Japon impose davantage de tarifs ou exige, vous savez, qu'il paye une sorte d'argent de protection aux États-Unis pour maintenir des bases là-bas, quelque chose de ce genre, ce qui serait très impopulaire. Je pense que même si je suis d'accord avec Warwick, elle n'a pas forcément les compétences stratégiques nécessaires, ou du moins elle ne les a pas encore démontrées par le passé. Elle pourrait se raviser, et cela changerait tout. Et avec sa majorité, elle pourrait dire, « Eh bien, nous n'allons pas devenir amis avec la Chine, mais nous allons régler les différends. Nous allons adhérer à la politique d'une seule Chine. Nous allons retirer la menace envers Taïwan. Je vais faire une... » Vous voyez, elle se rend en Chine et déclare « Écoutez, nous devons être des partenaires commerciaux, même si nous ne sommes pas forcément étroitement alignés sur le plan idéologique. » Cela enverrait un message très fort. Souvenez-vous, c'est impensable, n'est-ce pas? Eh bien, il était impensable qu'un premier ministre canadien se lève lors d'un forum et dénonce essentiellement les États-Unis pour leurs actions, en admettant que nous avons participé à cette mascarade pendant des années, simplement parce que nous pensions que cela nous profitait. Ce n'est plus le cas maintenant. Et si elle vivait un moment de ce genre, où elle prend quelque chose que fait Trump très personnellement, ou qu'une politique lui paraît si répugnante qu'elle ne peut tout simplement pas l'accepter. Souvenez-vous, quand on est un homme fort, si quelqu'un vous provoque, vous devez réagir. Elle fait donc face à des défis différents. La question est, que va-t-elle faire? Qu'est-ce qui la motive? Je peux vous garantir qu'il n'y a tout simplement aucun moyen que je vois ces politiques économiques porter leurs fruits, du moins pas dans la mesure où il a fait de braves promesses à tout le monde. Le Japon n'a aucun intérêt à entretenir de mauvaises relations avec la Chine, n'est-ce pas? L'objectif est d'avoir une relation de travail d'une manière ou d'une autre. Mais Warwick, même question pour vous. Que pensez-vous que la Chine va penser de cette situation du PLD désormais renforcée ici?
Eh bien, écoutez, je pense que l'attente d'un retour d'un gouvernement fort du PLD a fait partie du raisonnement. Bien sûr, quiconque suit la politique japonaise supposerait que le PLD formerait un gouvernement. Les chances que cela n'arrive pas sont minces, voire quasi inexistantes. C'est la première chose. Donc je pense qu'on part toujours du principe que le PLD formera un gouvernement. La deuxième chose, qui est apparue clairement dans les sondages, avant qu'elle ne convoque les élections anticipées, et bien sûr, à en juger par les résultats qui semblent se dessiner, c'est qu'elle bénéficie d'un soutien personnel très très fort et qu'elle a su transformer cela en vote pour ses candidats ou pour les candidats du PLD à la Chambre basse. Donc, tout d'abord, je pense qu'il n'y a rien de surprenant dans ce résultat qui puisse provoquer chez qui que ce soit des palpitations particulières. L'évaluation sera avant tout que le Japon a simplement de réels problèmes. Ces problèmes ne disparaissent pas, que l'on ait une petite majorité, une grande majorité ou autre. Les défis économiques restent les mêmes. Stagnation à long terme, manque de productivité, lourde dette, notamment dans des domaines qui ne contribuent pas à la croissance de la production, mais alimentent plutôt la croissance des actifs. Population vieillissante, contraintes énergétiques, contraintes alimentaires, tout cela existe, et rien de tout cela ne va disparaître. Donc en fin de compte, la question sera comment le Japon, à moyen terme, va-t-il gérer tout cela? Il est évident qu'il doit trouver des moyens de maintenir des relations relativement pacifiques avec ses voisins proches, dans la mesure du possible. Premièrement, il dépend de beaucoup d'entre eux pour les apports économiques nécessaires à ces processus de production. Deuxièmement, de nombreuses entreprises japonaises ne sont réellement viables au Japon que grâce aux bénéfices qu'elles tirent de leur système de production et de leurs investissements en Chine. Elles ne gagnent pas de l'argent parce qu'elles sont japonaises. Elles en gagnent parce qu'elles sont en Chine. Elles n'auront donc pas non plus intérêt à trop perturber la situation sur ce plan. Ainsi, je pense qu'il leur faut avant tout entretenir des relations économiques stables. N'oublions pas non plus que la dynamique trilatérale Japon-République de Corée-Chine demeure un élément économique important. Les parties continuent, de temps à autre, à œuvrer en ce sens, notamment dans la perspective d'un accord de libre-échange entre les trois, car elles comprennent que cela sert leurs intérêts mutuels. Le dernier point que je mentionnerai à ce sujet est que depuis la crise financière asiatique de 1987-1988, il est tout à fait clair pour chaque banquier central et pour tous les responsables économiques des trois pays qu'ils doivent trouver des moyens de collaborer étroitement afin d'éviter que des problèmes de liquidité ne causent de graves difficultés à leurs économies respectives. Si les États-Unis venaient à réduire la disponibilité des dollars américains dans la région asiatique. Nous avons vu Scott Bessent, la semaine dernière, s'exprimer publiquement lors d'auditions au Congrès sur le fait que les États-Unis ont littéralement provoqué une pénurie de dollars en Iran, précisément pour catalyser l'inflation et, en fin de compte, créer des troubles politiques. Les États-Unis montrent donc clairement qu'ils sont prêts à utiliser le dollar comme une arme, et le Japon, et ses bureaucrates en particulier, seront extrêmement attentifs, car c'est sans doute le plus grand risque auquel le Japon est réellement confronté. Ce n'est pas la Chine, ce n'est pas la République de Corée. C'est en réalité le Trésor américain qui arme le dollar et cause d'immenses difficultés à l'économie japonaise dans son ensemble. Oui, ils peuvent faire ça. D'un autre côté, les Japonais ont aussi quelques cartes en main, car c'est un système interconnecté, non? Les Japonais sont, je crois, les plus grands investisseurs étrangers sur le marché américain. Mais en même temps, les taux d'intérêt ultra bas au Japon ont récemment conduit à ce phénomène où de nombreux Japonais empruntent en yens,
les convertissent en dollars américains, puis investissent là-bas. En fait, nous avons une question à ce sujet de la part de l'un de nos spectateurs, Arsenal Trill. Le carry trade sur le yen a tenu pendant un bon moment, mais cette époque est désormais révolue. Pour le moment, elles sont toujours en cours. Mais d'après beaucoup de mes sources, au Japon, les gens sont assez convaincus que la BOJ, la Banque centrale, va augmenter le taux d'intérêt d'au moins 0,25% cette année, et qu'elle se dirigera probablement dans cette direction afin de lutter d'une manière ou d'une autre contre l'inflation. Cela signifierait que le carry trade pourrait bien appartenir au passé. Ce n'est pas quelque chose directement influencé par les acteurs politiques. Cependant, tout ce qui se passera dépendra désormais du fait que le PLD dispose d'une majorité aussi importante. Einar, un avis là-dessus? Oui, je veux dire, il faut aussi prendre en compte le fait que le dollar s'est déprécié. Ça signifie donc qu'en termes réels, si tu fais baisser le yen, d'accord, pas de problème. Tu t'en sors pour ce qui est des remboursements. Mais pour la majeure partie du monde, au départ, il avait déjà baissé de 10% sous Trump. C'était il y a quelques mois, et maintenant on a encore vu une nouvelle baisse. Combien de temps peut-on continuer à le dévaluer? Si j'avais mis $100 dans des bons du Trésor au début de l'année, j'aurais perdu environ 13 ou 14 aujourd'hui. Il n'y a actuellement aucun taux d'intérêt qui puisse compenser cela. Donc, en plus du problème du carry trade, beaucoup de ces entités devraient enregistrer des dépréciations sur leur rendement, selon ce qui se passe avec le yen et d'autres facteurs. Comme je ne cesse de le répéter, il y a tellement d'hypothèses faites par son équipe économique qui n'ont tout simplement aucun sens. Il n'y a absolument aucune tentative de discuter de la manière dont cette dette massive de 250% est en augmentation, puisqu'elle a l'intention de dépenser, sera un jour remboursée. Cette idée selon laquelle le Japon redeviendrait une puissance mondiale, eh bien cela ressemble à rendre l'Amérique grande à nouveau, sauf que ce serait rendre le Japon grand à nouveau. En réalité, il n'y a aucun fondement à cela. Les entreprises ne vont pas se précipiter pour revenir au Japon et faire leur production. Comme l'a dit Powell, elles gagnent de l'argent en Chine. Elles n'en gagnent pas au Japon même. Donc rien de tout cela, comme je l'ai dit, n'a de sens pour moi. Peut-être que quelqu'un, quelque part, y voit une logique, mais j'ai examiné son plan en essayant d'être très, disons, neutre quant à son contenu. Et tout ce que je peux en conclure, c'est qu'il y a d'incroyables faiblesses dans l'hypothèse et que ça ne se terminera pas. Warwick, pareil pour toi. Le carry trade sur le yen, la hausse de l'inflation ici et la hausse des taux d'intérêt attendus de la part de la BOJ. Tout cela pourrait freiner le plan de Takahashi visant à affaiblir davantage le yen. Même si je dois dire que le yen n'a suivi qu'une seule direction, et une seule, non seulement au cours de la dernière décennie, mais depuis 90 ans. Le taux de change du yen pour un dollar américain en 1938 était d'1 pour 1. Il n'a cessé d'aller dans la même direction. Donc on s'attend à ce qu'il continue ainsi, mais cela pourrait changer. Warwick, comment vois-tu les choses? Eh bien, écoutez, je pense qu'au bout du compte, tout cela revient à l'économie réelle, n'est-ce pas? À un certain moment, la structure économique doit réellement produire des choses utiles pour la population du pays, avant tout, et ensuite produire des biens utiles et compétitifs sur les marchés mondiaux, si l'on a besoin de gagner des devises étrangères, afin d'acheter ce que le pays ne peut pas produire lui-même. Or, le Japon ne peut pas faire deux choses essentielles. Il n'a pas assez de nourriture et il n'a pas assez d'énergie. Il va donc avoir besoin de devises étrangères pour sécuriser ces deux ressources. Et en ce moment, le risque qu'il court, en particulier sur cette question de compétitivité par la dévaluation du yen, c'est que les États-Unis font la même chose.
devaluation is that the US is doing the same thing, right? So, and this goes back to my point earlier. Et cela revient à ce que je disais plus tôt. Donald Trump n'a pas pour objectif d'aider le Japon à améliorer ses performances à l'exportation vis-à-vis des États-Unis. Ce n'est pas son mode de fonctionnement. Alors, où cela laisse-t-il le nouveau gouvernement du PLD en matière de stratégie économique globale? Comme Anna l'a dit, je pense qu'il s'agit d'une liste incohérente d'aspirations. C'étaient des choses faciles à vendre, tant qu'elles n'étaient pas examinées de manière critique. En somme, c'était littéralement un assortiment sympathique de bonnes idées. Mais au final, elles ne tiennent pas ensemble de façon significative et cohérente. Un cadre politique qui reconnaît les réalités. Et tant qu'un gouvernement national ne se confronte pas à ce type de réalité, peu importe l'ampleur de sa majorité, il passera d'un problème à l'autre. Et je pense que nous l'avons vu sous le régime d'Abe, où, comme vous l'avez dit, il disposait d'une majorité politique absolument écrasante, un mandat très fort pour accomplir beaucoup de choses. Et au final, il a eu du mal à opérer les transformations nécessaires, car ces questions sont souvent insolubles, intrinsèquement liées à vos relations internationales. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas simplement modifier vos propres systèmes d'approvisionnement nationaux sans tenir compte de la manière dont vous interagissez avec les autres. Et vous ne pouvez pas non plus créer des problèmes avec vos partenaires en amont dans la chaîne d'approvisionnement en pensant qu'il n'y aura aucune répercussion. Et je pense que ce sont précisément le genre de problèmes qu'un monde bien plus complexe comme le nôtre exige que les dirigeants politiques prennent en considération. Et je ne suis pas certain qu'un politicien de type heavy metal, rock and roll, aussi populaire soit-il, ait réellement la capacité d'élaborer un cadre pour faire avancer les choses, ni la compétence politique nécessaire pour y parvenir. Parce que, en surface, et vous pourriez sans doute nous en dire un peu plus, il y a ce qu'on appelle le PLD, n'est-ce pas? Le PLD lui-même est souvent miné par des factions et des intérêts divergents. Ce n'est pas forcément ce qu'on appellerait une organisation fortement unifiée. Et bien que le parti se soit uni autour de la personnalité du Premier ministre, ce genre de loyauté est en fin de compte extrêmement fragile. Il faut continuer à réussir pour parvenir à maintenir cette cohésion. Et dès que les problèmes apparaissent, toutes les inimitiés qui existaient auparavant, les intérêts particuliers, les ambitions, les haines, refont surface. Les coups bas, les critiques, les fuites dans la presse, tout cela recommence à émerger. Et, comme par hasard, ce qui semblait être une majorité écrasante au bout de 18 mois se révèle être un fardeau qui commence à se désagréger. Pourquoi? Parce que les problèmes sont en réalité plus grands que votre capacité à les gérer. Oui. Et vous savez, ce ne serait pas la première fois qu'un premier ministre fort doive partir assez rapidement. Je veux dire, la durée moyenne d'un premier ministre ici est d'environ 2 ans, même pour ceux qui sont relativement populaires. Monsieur Abe, lui, a vraiment été le plus long en poste, environ 5 ou 6 ans. Voyons les choses ainsi. Regardez les choses ainsi. Vous dirigez un pays relativement moderne et sophistiqué d'un point de vue technologique. Mais vous savez, vous souffrez de pénurie chronique des 2 éléments essentiels dont toute nation a besoin, la nourriture et l'énergie. Vous avez une population vieillissante. Vous avez 90 000 soldats étrangers occupant votre territoire en vertu de dispositions extraterritoriales. Vos relations économiques sont essentiellement liées à 2 grands partenaires qui tirent dans des directions opposées. Où allez-vous, n'est-ce pas? Ce sont de très vrais problèmes. C'est un nœud gordien qu'il faut finalement trancher, mais cela exige de l'audace politique. Ce qu'elle a réellement, c'est un mandat pour agir sur ce sujet, fort d'une majorité écrasante. Va-t-elle se servir de ce mandat
ou le gaspiller? Voilà, en fin de compte, la véritable question. Et c'est l'épreuve qui se présente à elle maintenant, au cours des 6 à 12 prochains mois. Ce mandat sera-t-il gaspillé? Pour ma part, je pense que les défis sont immensément grands. J'espère qu'elle pourra y faire quelque chose. Car vous savez, le Japon a besoin d'une voie qui résolve ces problèmes stratégiques. Il doit trouver un moyen de se dégager de l'ombre de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation américaine sans inquiéter le reste de la région au sujet d'une remilitarisation du Japon. Il doit trouver un moyen de réconcilier le Japon d'aujourd'hui avec son histoire d'atrocité, de bâtir des ponts et de réparer les relations à travers la région. Il doit faire tout cela. Et un politicien, disposant d'un large mandat et d'un fort capital de sympathie nationale, a en réalité les bases nécessaires pour y parvenir. Mais il faut le faire tôt. Si ce n'est pas le cas et que cette fenêtre d'opportunité est gaspillée, elle disparaîtra à nouveau. Oui, c'est assez intéressant. Je veux dire, nous revenons aux véritables enjeux, la véritable économie et les liens concrets avec d'autres nations qui, évidemment, vont de pair. Einar, peut-être juste pour conclure, chacun de vous, un dernier commentaire ou une observation sur ces réalités qui restent encore très défavorables au Japon. L'une des choses que les gens ici ont dites au cours des dernières semaines dans des interviews et autres, c'est qu'ils apprécient Takeuchi parce qu'elle est forte et inspire confiance. Et vous savez, c'est quelque chose que les gens recherchent quand la situation est incertaine. Avec les États-Unis, avec la Chine, avec la région Asie-Pacifique, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc naturellement, quelqu'un qui paraît fort et déterminé a beaucoup d'attrait. Si vous deviez donner un conseil sur ce que vous espérez que ce gouvernement fort du PLD fasse, que serait-ce? Eh bien, comme je l'ai dit plus tôt, elle va devoir faire quelque chose d'inhabituel très très rapidement. Et je suis d'accord avec Warwick là-dessus. Je pars du principe que d'une manière ou d'une autre, Trump va l'irriter au point qu'elle réagisse en femme forte. Elle a présenté Margaret Thatcher comme modèle. Vous n'avez pas mentionné le fait qu'elle est aussi un peu rebelle. Elle n'a rien de l'image d'une femme japonaise effacée. Elle a même convaincu son mari de prendre son nom, bien qu'elle soit partisane du principe d'un seul nom de famille. C'est un peu inhabituel. Et sa façon de parler est très directe. Elle n'a rien à voir avec ce charabia auquel le PLD s'est livré par le passé, avec des promesses vagues et tout le reste. Elle dit simplement les choses telles qu'elles sont. Mais quand j'ai découvert qu'elle était la batteuse d'un groupe de hard rock, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un film, je crois, de la fin des années 80 ou du début des années 90, intitulé « This is Spinal Tap », où la blague récurrente était que le batteur explosait régulièrement sur scène avant d'être aussitôt remplacé par quelqu'un d'autre. C'est le danger qui la guette en ce moment. Si elle n'agit pas pendant cette période de lune de miel et ne fait pas quelque chose de vraiment fort, et je ne dis pas qu'elles doivent se précipiter dans un sens ou dans l'autre, mais si elle est provoquée, elle devra trouver un refuge sûr. Et pour l'instant, l'endroit le plus avantageux pour les relations du Japon n'est pas les États-Unis, mais la Chine. Des marchés immenses, des relations commerciales déjà établies. Et je ne dis pas cela parce que je parle. Jana Maynard, je dis cela parce que, stratégiquement, elle doit d'une manière ou d'une autre modifier la situation lorsque, vous savez, Pascal Lotta explique ce qu'elle doit faire. Il faut une nouvelle orientation. Et cela, malheureusement, va impliquer des frictions d'une manière ou d'une autre. Même si elle se rallie complètement au camp des États-Unis, la question est de savoir ce que les États-Unis feront pour elle. Si elle se tourne vers la Chine, alors, je ne suis pas partisan de voir les pays se ranger d'un côté ou de l'autre. Je ne crois pas que le changement soit simplement un interrupteur qu'on allume ou qu'on éteint,
Et je ne crois pas que le Japon se jetterait aveuglément dans les bras de la Chine. Ce serait une relation très très prudente si en effet cela devait se produire. Mais je ne vois vraiment pas quelles autres options elle a, compte tenu de la faiblesse de son plan économique. Je me demande, il y a encore une carte qu'elle pourrait jouer. Et à mon avis, ce serait quelque chose. C'est la carte de la Russie. Ils ont toujours un projet de forage conjoint à Sakhalin pour le pétrole. Et les importations de pétrole vont être importantes à l'avenir. La Russie n'est plus aussi fortement opposée par les Américains. Le Japon, en réalité, ne s'est jamais opposé à la Russie aussi fermement que les Européens, ni ne l'a autant provoqué. Je me demande si cela pourrait être une voie à suivre, mais peut-être que je vais simplement lancer cette idée. Warwick, le dernier mot ou la dernière analyse te revient. Prends la direction que tu veux. Wow, that's great. I get to have the last word. That's cool. Eh bien, c'est parfait. J'ai le dernier mot. C'est cool. Écoutez, je peux dire quelque chose de complètement fou, non? Cela fait quelques années que je soutiens que l'Asie du Nord et l'Extrême-Orient russe, en réalité la Sibérie, détiennent les clés de la stabilité et de la sécurité régionale. En grande partie, c'est parce que c'est le moyen par lequel le Japon peut voir ses principaux problèmes de sécurité résolus, l'alimentation et l'énergie. C'est aussi le moyen par lequel les grandes puissances de la région peuvent se rassembler autour d'un intérêt commun. Et à mesure que la région, l'Extrême-Orient russe, le nord-est de la Chine ou la Sibérie, selon la manière dont on veut la décrire, devient plus accessible, sa richesse énergétique et sa fertilité agricole l'ouvrent véritablement. N'oublions pas que nous avons non seulement le projet Sakhalin, dans lequel le Japon détient une coentreprise, et pour lequel il a même demandé une dérogation à ses partenaires du G7 afin de continuer à acheter, mais aussi que les entreprises japonaises ont été très impliquées dans le développement de la Sibérie il y a une dizaine d'années. Une grande partie de ce travail, ainsi que des études de faisabilité menées en amont de cet engagement, me semblent toujours pertinentes aujourd'hui, peut-être même davantage. Est-ce que vous avez réellement, si vous êtes politiquement audacieux, et c'est cette audace, je crois, que Anna évoquait, c'est une occasion de saisir cette période de grâce, de laisser votre empreinte et de bousculer les choses. L'audace viendra véritablement du fait d'affirmer que nous devons recalibrer notre engagement dans l'ensemble de l'architecture régionale, qui garantira, du point de vue japonais, notre sécurité à long terme, c'est-à-dire l'alimentation et l'énergie, et qui, en fin de compte, nous permettra de nous libérer du joug militaire d'une force d'occupation étrangère pour devenir une nation autonome, indépendante et souveraine, 100 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pouvoir à nouveau se tenir fièrement en tant que nation à part entière, plutôt que d'être perçu comme un vassal ou un État client d'une puissance transatlantique. Et c'est là l'opportunité qu'une large majorité offre réellement à une nouvelle première ministre japonaise qui bouscule les codes, n'est-ce pas? Elle ne vient pas du moule habituel. Il y a donc une fenêtre d'opportunité. La question est de savoir si elle a les moyens, l'influence politique, la joie de vivre, si l'on veut, pour saisir ce moment et laisser une empreinte durable dans cette période de transformation mondiale spectaculaire. Ou bien deviendra-t-elle simplement une autre politicienne du PLD qui a fait beaucoup de promesses, mais a fini par s'effacer lorsque sa majorité s'est effondrée, faute d'avoir eu le courage d'affronter les problèmes qui se présentaient à elle. Des opportunités et des risques.
Mais merci beaucoup à vous deux pour vos analyses, en particulier sur la dimension internationale de ce raz de marée que nous avons observé aujourd'hui. C'était Einar Tangen, chercheur principal au groupe de réflexion CIGI, et le Dr Warwick Powell. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci. Ce fut un plaisir. Thank you. Pleasure.